journal Magazine. Il s'agit du directeur de cabinet adjoint de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Michel Niamandjomi. Avec lui, nous allons parler de la grève de professeurs. Qu'en est-il réellement? Il semble que la bombe a été désamorcée et que les professeurs d'université n'iront pas en grève. Qu'en est-il réellement, monsieur le directeur de cabinet adjoint? Il se fait qu'il y a les syndicats de professeurs. Vous suivez qu'il y a des déclarations qui se font par-ci par-là pour dire que la grève n'aura pas lieu parce qu'ils ne trouvent pas de raison d'être, tant plus qu'ils ont déjà touché la paye complémentaire qui était promise par le gouvernement. Il n'y avait pas seulement la paye complémentaire, il y avait d'autres revendications également. Peut-on dire à ces stades, les dialogues a été concluant dans ce sens-là? Parce que ce n'est pas non plus tous les syndicats qui se retrouvent d'accord, qui se mettent d'accord. Bien sûr, il y a toutes les revendications pour Bibois 2 ont été rencontrées. Entre autres, la mise en place des mécanismes de suivi pour les accords de Bibois 2. Et depuis quand? Parce que jusqu'hier, la menace planait toujours. Le mot d'ordre des grèves était toujours là. Bon, en fait, c'est peut-être... c'est l'information. Certains syndicats devaient suivre l'information qu'ils ont déjà reçue, leur notification en tant que membres de ces comités interministériels de suivi des accords de Bibois. Alors, il n'y a plus de raison d'être parce que d'ici là, nous allons nous réunir tous, la coordination et tous les syndicats et les professeurs, et pour examiner éventuellement comment résoudre les restes des revendications pour 2025. Entre autres, il y a les véhicules qui vont arriver, mais ce sera en 2025. Donc on peut dire que le dialogue social est maintenu. Le dialogue est maintenu. Et que le mot d'ordre des grèves, c'est une page tournée, mais d'une manière précaire parce qu'ils peuvent revenir sur leurs revendications au cas où le gouvernement ne rencontrait pas la totalité des revendications telles que... Je pense que le gouvernement s'est mis en place pour résoudre leurs problèmes. Ils doivent être confiants et attendre de voir les résultats. Et le gouvernement va le faire. Ils sont vraiment décidés à résoudre le problème. Et surtout que les grands chanceliers à qui je rends hommage, les chefs de l'État, ils veillent. Et le gouvernement de son Excellence, Madame le Premier ministre, il veille. Je pense que tout le monde s'y met pour que les revendications des professeurs trouvent les résultats escomptés. Merci beaucoup, monsieur Michel Niamandjomi Meizo. Je rappelle que vous êtes directeur de cabinet adjoint de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Merci beaucoup. Merci. Et le second invité de ce journal, c'est Françoise Lungangi, qui est présidente de la commission électorale de l'Ordre national des experts comptables. Et c'est déjà demain que les experts comptables votent pour le nouveau bureau de conseils provinciaux. On en parle déjà ce soir. Madame Françoise, qu'est-ce qui est prévu? Quelles sont les dispositions? Et on vote comment déjà demain? Merci. Demain, 9 décembre 2024, nous organisons les élections au Conseil provincial de Kinshasa et c'est au niveau de Béatrice Hôtel à 9h. Et à part Kinshasa, nous avons également à la même date les élections au Conseil provincial du Haut-Katanga et ça sera dans le bâtiment Hypnose. Et toutes les dispositions sont prises et les équipes mises en place pour superviser ces élections sont déjà préparées. Madame, c'est un exercice démocratique que vous apprenez là au sein de l'ONEC. Nous en sommes au premier, deuxième, troisième cycle. Merci. Pour ce qui est de l'ONEC RDC, c'est un jeune ordre, c'est le premier cycle. Donc le bureau sortant, leur mandat prend fin en janvier 2025. Et c'est pourquoi les devoirs comme un expert comptable, c'est les garants de respect des dispositions légales et réglementaires. Et c'est aussi prévu dans les règlements intérieurs de l'ONEC que les bureaux sortants
puisse organiser les élections avant la remise et reprise. Et les bureaux sortants, les mandats courent pendant combien d'années? Les bureaux sortants, le mandat court pendant 5 ans, renouvelable une fois. Ce que nous organisons demain, les 9 à Kinshasa et à Lubumbashi pour les Haut-Katanga, c'est au premier degré. Nous avons encore les élections pour le Nord et le Sud Kivu le samedi 14 décembre 2024. Là, c'est pour le premier degré. Une fois les membres du bureau du conseil provincial au premier degré sont élus, les présidents et les vice-présidents de chaque conseil provincial, ils font d'office membres du conseil national. Et pour ce qui est de Kinshasa, le président qui est élu à Kinshasa comme président du conseil provincial de Kinshasa est d'office président national. Le vice-président de Kinshasa, du conseil provincial de Kinshasa, est d'office rapporteur national. Et les deuxièmes provinces qui viennent, c'est-à-dire celui qui comprend un nombre supérieur des experts comptables, si nous devons aligner, c'est d'abord Kinshasa, après Kinshasa, c'est le Haut-Katanga, suivi du Sud Kivu et du Nord Kivu. Nous invitons tous les confrères et concerts du conseil provincial de Kinshasa de venir massivement demain élire nos dirigeants. Nous invitons également tous les confrères et concerts du Haut-Katanga d'être nombreux au bâtiment Hypnose pour élire nos dirigeants. Et nous rappelons que le vote pour le conseil provincial de Kinshasa et du Haut-Katanga, c'est le 9 décembre à partir de 9h. Et c'est le vote physique. Chaque expert comptable doit se présenter au lieu indiqué dans les différents programmes que nous avons communiqués dans les plateformes. Merci beaucoup, Madame Françoise Lungangi Kitundu. Je rappelle que vous êtes ici en tant que présidente de la commission électorale de l'Ordre national des experts comptables du Congo, de la RDC, ONEC. Merci beaucoup. Et à présent, cette information, le premier président de la Cour de cassation, Léon Domba, a réuni les chefs des juridictions de la capitale. On en parle dans ce reportage de Marie-Reine Zeba, dans ses commentaires de Chimène Kamoka. Suivez. La quasi-totalité des chefs des juridictions de la ville-province de Kinshasa étaient présentes à la réunion du samedi 7 décembre 2024, convoquée par le premier président de la Cour de cassation, le professeur Ndomba Kabea Eli Léon, dans la grande salle Liaou de cette haute cour. En ce qui concerne la discipline dans le corps, je crois que, comme je l'ai dit la dernière fois, il n'y a personne parmi nous ici qui a moins de 5 ans de carrière dans la magistrature. Même ceux qui sont présidés. Et vous connaissez que la magistrature est une armée civile, que dans la magistrature, ni votre taille, ni vos diplômes, ni votre rang social nous importe peu. Tous les magistrats exercent une fonction noble. Le relèvement de la justice congolaise, tant souhaité par le chef de l'État, magistrat suprême, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, exige du corps magistral de mettre en application la discipline et la rigueur, valeurs qui sont les leurs. Pour la fêtière de l'ordre judiciaire Ndomba Kabea Eli Léon, l'expression « la justice élève une nation » doit devenir palpable en République démocratique du Congo. À cet effet, toutes les batteries en sa possession sont mises en œuvre dans la structure dont il a la responsabilité en vue de parvenir au relèvement de la justice congolaise. La RTNC accompagne les actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée André Mbata a échangé tout à l'heure avec Madame le directeur général de la RTNC Sylvie Elengue-Niembo. Robert Ndaye pour les détails. C'est un dimanche, pas du tout repos pour le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Madame Sylvie Elengue-Niembo, qui a échangé avec le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumangu, sur l'accompagnement de la télévision nationale pour la vulgarisation des actions à impact visible du président de la République
chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le DG de la RTNC, média public de l'État, a informé le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la disponibilité de la RTNC de faire rayonner les actions prises par le président de la République et du gouvernement en faveur de la population. Nous demandons également que les députés nationaux, ils approchent la RTNC et vraiment c'est notre média public. Et quand vous allez à l'extérieur du pays, c'est ce média public qui fait la fierté du pays, c'est la voix du peuple, c'est la voix de la RDC, c'est le grand tam-tam comme on l'appelait dans le temps. Nous voulons qu'actuellement, sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président, le plus chef de l'État, le grand tam-tam d'Afrique se fasse de nouveau entendre et même d'une façon plus excellente qu'avant. Je tenais à la féliciter pour le travail qui est fait depuis l'avènement de Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Les efforts ont été faits dans ce sens que nos médias soient effectivement indépendants et que nos médias retrouvent quand même leur noblesse d'antan. Cette rencontre ouvre les portes aux scientifiques amoureux de la patrie de venir apporter leur contribution pour enrichir le débat lancé par le président de la République sur la question de la révision ou du changement de la Constitution. L'UVT, formation politique de l'Union sacrée, s'engage dans une sensibilisation pour le changement constitutionnel. D'autres détails dans ces reportages. Nous, cadres et membres de l'Union pour les valeurs tshisekédistes, UVT en sigle, parti cher à l'honorable José Kalala Kalala, premier vice-président du Sénat, réuni ces jours après avoir suivi avec attention et dévouement le discours de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et autorité de référence de l'Union sacrée de la Nation, et traduisant tous la volonté maintes fois exprimée par le garant de la Nation et du bon fonctionnement des institutions de changer ou de réviser l'actuelle constitution issue de belligérants, attendu que cette sage position rejoint celle de notre héros national, père de la démocratie, Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, qui, après avoir décelé les faiblesses et les anachronismes de cette constitution, en avait projeté le changement une fois au pouvoir, considérant l'appel au soutien indéfectible de cette démarche du chef de l'État, lancée par l'honorable premier vice-président du Sénat, José Kalala Kalala, président national de notre parti, nous déclarons ce qui suit. Union pour les valeurs tshisekédistes UVT apporte son soutien indéfectible et sans condition à cette initiative salutaire qui offre au peuple congolais souverain l'occasion en or de s'exprimer en vue d'adopter une constitution qui sera entièrement rédigée ou révisée par leurs compatriotes dans un contexte différent de celui de la belligérance dont les conséquences pèsent sur celle en vigueur actuellement. Et dans la même logique, les partis des démocrates pour la bonne gouvernance apportent également son soutien au changement constitutionnel. On en parle dans ces reportages. Une formation idéologique à laquelle ont pris part 300 cadres du PDG de l'interfédération Kin-Ouest a été lancée ce samedi par sa présidente nationale avec comme thème la Constitution et l'avenir de la RDC. En ce moment où certains politiciens et autres leaders d'opinion continuent à piocher, à épiloguer sur le social, la sécurité, la paix, l'intégrité et la souveraineté de notre pays mis en mal par le Rwanda et ses supplétifs du M23 et de l'AFC, nous notons avec satisfaction la grande ferveur d'adhésion nationale à l'initiative du président de la République, chef de l'État, haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiative qui invite le peuple congolais à travers le processus légal à doter le pays d'une constitution qui réponde aux réalités politiques et socio-économiques de la République démocratique du Congo. Le PDG, qui a suivi
avec grand intérêt la prise de position claire et réfléchie de l'autorité morale de son regroupement politique, la dynamique agissons, bâtissons d'arbre en cycle. L'honorable Samalou Kienge, président du Sénat, ne peut que souscrire à cette initiative patriotique. En présence du président de l'interfédération Kin-Ouest, Eric Soukari, cette formation avait comme sous-thème « Démocratie, bonne gouvernance et éthique ». Pour le professeur Irène Mwaka, la Constitution selon le droit est la norme fondamentale et elle se situe comme au sommet de la pyramide. Et dans un tout autre registre, mois de décembre, c'est un mois dédié à la lutte contre le VIH-Sida. Et dans cette lutte, les inégalités plombent certains efforts consentis. Un rapport mondial sur le sida a été publié à Genève en Suisse, nous dit Constance Mananga dans ses reportages. Cette campagne de 6 mois sur l'ensemble du territoire national a pour objectif de redynamiser l'engagement des différents acteurs engagés dans la lutte contre le VIH-Sida, avec une communication digitale dans tous ses formats pour faire passer les messages de sensibilisation et de prévention pour une génération sans sida à l'horizon 2030. Elle est une réponse aux préoccupations de la société civile et les communautés locales sur la sensibilisation contre cette pandémie. Au cours de cette cérémonie de lancement, les différents intervenants, dont le PNLS, l'ONU-SIDA, Vodacom Congo, les ONG de la société civile et les PNMLS, ont sollicité l'accompagnement des médias. Les dernières informations que nous avons après les enquêtes montrent que notre jeunesse, et nous-mêmes avec, nous sommes en danger. Nous sommes en danger parce que moins de 20% des jeunes connaissent le sida. C'est vrai, c'est un problème de génération, mais l'action doit être renouvelée, sinon notre avenir est en danger. En République démocratique du Congo, 80% des jeunes âgés de 15 à 25 ans n'ont pas de connaissances sur le sida. Voilà pourquoi cette campagne de prévention sera fondée sur l'éducation et les droits humains pour mettre fin au sida comme problème de santé publique dans notre pays. Vous avez reconnu plus tôt le timbre vocal de Nicole Sesep-Loka. J'en parlais dans le titre avec ces chiffres à l'appui. Plus de 60 000 enfants des 0 à 14 ans vivent avec le VIH en RDC. Les sida pédiatriques, maillon faible dans la lutte contre cette pandémie, c'est le focus de ce journal magazine avec Constance Mananga. La RDC connaît une situation catastrophique de la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, PTME, et de l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, ETME, TENE. 40% seulement des femmes enceintes ont accès au service de la PTME, 12% ont accès au dépistage précoce à 6 semaines et 25% d'enfants naissent des mères infectées par le VIH. Et pourtant, si le programme PTME est bien implanté, le taux d'infection doit être inférieur à 5%. Situation dramatique et inquiétante qui risque de faire de l'avènement d'une génération sans sida une utopie. Cette campagne de dépistage de VIH chez la femme, de leur mise en traitement aux ARV et puis le dépistage chez les enfants nés de ces femmes. Également l'appui de partenaires financiers qui pourra nous aider à arriver aux objectifs. Il faut donc une campagne de dépistage de leur mise sous traitement ARV et le dépistage des enfants nés de ces femmes pour renverser la tendance, combler ainsi ces gaps. Situation dramatique et inquiétante qui pousse aujourd'hui ECPAF et d'autres partenaires à lancer cette campagne pour sensibiliser les décideurs politiques, pour sensibiliser les bailleurs de fonds, pour sensibiliser toutes les parties prenantes afin que les choses changent. Une campagne qui doit amener tous à s'engager véritablement pour le changement afin de permettre à la RDC d'être au rendez-vous de l'élimination du VIH pédiatrique d'ici à 2030. Autre pathologie chronique, c'est le diabète qui touche environ 1,4 million de personnes en République démocratique du Congo.
Alors, qu'en est-il de sa prise en charge? Les prestataires de soins étaient en formation. Yolande Voka nous en dit un peu plus dans ses reportages. Le renforcement de capacité du personnel médical commis à la prise en charge à l'accompagnement de patients du diabète est une urgence aujourd'hui en République démocratique du Congo. Plusieurs Congolais sont victimes de cette maladie dont les complications dangereuses nécessitent une véritable prise en charge médicale, d'où l'importance de ces forums. La médecine, dans ses différentes disciplines, est caractérisée par des innovations continue. Et donc une remise à niveau périodique et régulière est souhaitable pour permettre au personnel d'avoir des compétences qui puissent leur permettre de prendre correctement en charge les patients diabétiques. Il n'était pas aussi aisé de pouvoir prendre facilement en charge un diabétique sur terrain. Donc il était important que des formations supplémentaires soient administrées à ces personnes en cours d'emploi pour qu'ils soient à même de pouvoir prendre correctement les malades diabétiques en charge. Il est important de relever ici 1,4 million de personnes souffrent du diabète en République démocratique du Congo. Un chiffre très inquiétant qui pourrait augmenter dans les jours à venir si les mesures conséquentes ne sont pas prises. Le diabétique a besoin d'un soutien intégral au niveau physique, social, au niveau moral et au niveau des ressources matérielles également. Cet atelier a bénéficié de l'appui financier de Sanofi pour sa réalisation. Tout autre chose à présent, le projet de loi portant principes fondamentaux relatifs à la justice transitionnelle, sujet au cœur d'un dialogue de haut niveau organisé par la Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes. Eric Abamba. Un atelier de haut niveau qui va dans le tout prochain jour donner un peu de zèle aux victimes de violences sexuelles liées aux conflits armés. Tout au long de cet atelier, ces participants composés en majorité de la société civile vont apporter de petites retouches sur les différents textes de la justice transitionnelle afin de les adapter aux besoins de ces victimes durement touchées. Cette initiative de la Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et appui aux réformes SIAVAR vise tout d'abord d'avoir un cadre complet de la justice transitionnelle en RDC, estime son coordonnateur. Il faudrait apporter tous les autres piliers qui constituent la justice transitionnelle, notamment la vérité, la justice, les garanties de non-répétition. Voilà. Donc ça, c'est le but pour lequel nous nous rassemblons aujourd'hui sur 2 journées, c'est de recueillir les avis et considérations des uns et des autres pour avoir des textes qui reflètent le plus possible la réalité et qui répondent aux besoins, notamment des victimes qui sont au centre de toute cette idée. Lors de cette première journée, l'Alliance des plaidoyers pour de réparation a formulé de recommandations à la SIAVAR. Nous avons demandé à SIAVAR de pouvoir mettre en place un cadre d'échange permanent pour essayer de communiquer régulièrement sur les processus de réparation en République démocratique du Congo. Le texte finaux qui seront élaborés au terme de ces 2 jours de travaux tiendront aussi compte aux engagements pris par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devant ces victimes de violences sexuelles liées aux conflits armés. Une opération d'assainissement de la cité Mama Mobutu. Nous sommes là dans la commune de Mongafula qui s'inscrit dans le cadre du projet Mbongwana. La jeunesse est ici mise en contribution. Bobette Yenga et Papi Mbongo. Balai, bêche, râteau et brosse à la main, ces jeunes de la cité Mama Mobutu, dans la commune de Mongafula, se sont engagés d'instaurer une culture dans leur quartier, celle des travaux communautaires d'assainissement de l'environnement immédiat. Chaque vendredi matin, ils se donnent rendez-vous pour assainir leur milieu immédiat à travers un projet pilote dénommé Mbongwana, entendez le changement. Nous sommes réunis ici par rapport à la sensibilisation et puis à l'assainissement à travers le projet Mbongwana, afin d'assainir les endroits que nous habitons. L'initiateur du projet, c'est le chaîne Environ News, et qui nous a apporté ces projets. Des mains supplémentaires se sont données à la tâche, question d'encourager ce nouvel élan. J'apprécie beaucoup ce que font ces jeunes et j'ai rejoint l'équipe pour contribuer à la propreté de notre avenue afin d'éviter les moustiques et la saleté. C'est trop rare de voir des jeunes
eux-mêmes prendre charge de leurs responsabilités. De telles initiatives, savoir arranger chez soi, on n'attendra pas que cela vienne de quelque part. Je suis jeune, à un moment je serai aussi participatif, je serai là, actif aussi dans ce qu'ils sont en train de faire. Les gens qui habitent sur cette avenue, qui les raisonnent à ces jeunes qui font de tels travaux, qui les raisonnent pour eux, ils sont en train d'exécuter quelque chose qui amène les gens à bien réfléchir. Pour pérenniser ce projet, Jonathan Goma, leur encadreur, pense qu'il y a nécessité d'un accompagnement des autorités locales. La vie de Kinshasa est sale. Si la jeunesse vraiment s'intègre à l'assainissement de la vie de Kinshasa, on peut aussi voir des changements. Et vu que nous sommes nombreux, la jeunesse vraiment nombreux, 70% c'est déjà trop, nous demandons aux autorités ou les habitants du quartier Maman Mobutu, les notables, de nous soutenir. Surtout sur le plan de sensibilisation, ça sera une bonne chose. Ça demande aussi des moyens matériels, financiers et puis moraux, ça va nous booster. Face aux défis, il faut oser innover pour des solutions durables. Ces jeunes visent au final la gestion des déchets et la fabrication des dallettes. Il faut changer les choses avec un peu de volonté. Mbongwana, porté par les jeunes, vaut la sensibilisation pour inciter la population locale à la culture d'assainissement de son environnement immédiat. Mbongwana est un projet exécuté en phase pilote dans 3 communes de la ville-province Kinshasa. Une classe moyenne jeune, c'est ce dont a besoin la République démocratique du Congo. Le colloque international d'accompagnement de l'entrepreneuriat et de l'innovation verte qui a rassemblé une frange importante de scientifiques congolais est revenu sur ces sujets. Christine Lenzo. À l'issue du colloque international sur l'accompagnement entrepreneurial et l'innovation verte en contexte africain, la première édition organisée en République démocratique du Congo du 4 au 7 décembre 2024, les participants, les professeurs, les chercheurs et autres partenaires ont ovationné et salué la Première ministre Judith Suminwa Tuluka à travers cette motion de reconnaissance dont voici les termes. Entendu que la communauté universitaire, les experts de l'accompagnement entrepreneurial et les opérateurs économiques ont accueilli avec enthousiasme l'implication de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Nous, participants au colloque international scientifique, première édition organisée par IF Entrepreneuriat de la RDC, adressons cette motion de reconnaissance